Ramos et je suis juriste dans le domaine de droit international et européen. Et donc, après cette pause, on retourne au sujet de droit et de neurosciences, mais cette fois-ci, on va parler du niveau international. Donc, on a bien vu que cet axe droit neurosciences, ça englobe des sujets qui sont très variés et disparates, mais on va les voir bien encore avec mon exposé. Et on se rend compte que ce sujet, il a une très large dimension aussi internationale. Tout naturellement, parce que les neurosciences, ça touche à l'être humain, donc ça dépasse les frontières. Donc, il y a beaucoup d'activités au niveau international. Donc, on a vu qu'avec l'essor croissant des neurosciences, les États, de plus en plus, ils essayent d'encadrer les neurosciences et en même temps l'application de découverte des neurosciences par les droits. Donc on va voir que le droit apparaît en quelque sorte comme un gardien du seuil pour protéger que tout ce qui se compte, donc terrain de neurosciences, tout ce qui est mesurable, tout ce qui se compte, ne prévaut pas sur tout ce qui véritablement compte. Donc, je vous propose qu'on fasse un parcours au niveau international. Tout d'abord, de tout ce qui touche aux conventions internationales, donc le niveau supranational. Puis, on va descendre au niveau national en voyant les différents régimes juridiques des différents pays. Et finalement, on va identifier des préoccupations principales qui ressortent de cette analyse des différents systèmes juridiques, des préoccupations principales dans les différents pays qu'on va étudier. Donc, pour commencer au niveau international, supranational, avec les conventions internationales, on va voir que tout a commencé avec l'UNESCO en 1993, au moins formellement, tout a commencé là, avec l'établissement d'un comité sur la bioéthique. Et le travail de ce comité a donné naissance à des déclarations universelles qui sont très importantes. La première de 1997, c'est la Déclaration universelle sur le génome et les droits de l'homme. Et la deuxième, c'est la Déclaration sur la bioéthique et les droits de l'homme de 2005. Donc, vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la neurosciences, cette déclaration? Et vous avez bien raison, parce que c'est pas applicable seulement spécifiquement aux neurosciences. Cette déclaration, c'est importante parce qu'elle pose des grands principes qui s'appliquent à la recherche internationale impliquant les êtres humains. Donc, indirectement, ça s'applique aussi à la recherche dans le domaine de neurosciences. Mais ce sont deux instruments qui ne sont pas contraignants. Ce sont des guides, ce sont des lignes directrices dont les États peuvent s'inspirer. Et ces deux déclarations sont rédigées avec un langage très général, donc ça ouvre les portes à l'interprétation. Donc chaque État peut interpréter comme il veut tout ce qui est écrit. Et au niveau européen, mais pas au niveau de l'Union européenne, parce que c'est autre chose, il y a quelques instruments juridiques pertinents, et ça commence en 1947 avec le Code de Nuremberg, qui a été adopté après les procès de médecins nazis de Nuremberg, après qu'ils ont effectué des recherches sur les êtres humains dans les camps de concentration. Donc ces codes, ils établissent quelques critères qui, s'ils sont remis, ces critères, la recherche est, disons, acceptable. Nous avons aussi la Convention de Helsinki, mais nous allons passer vite pour arriver à l'essentiel, à ce qui est plus important, la Convention d'Oviedo. La Convention d'Oviedo, c'est la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. Elle a été ouverte à signature par le Conseil de l'Europe, qui n'est pas le Conseil de l'Union européenne, en 1997. Et cette convention est importante parce que c'est le seul et le premier instrument international qui est contraignant dans le domaine de recherche scientifique, dans les neurosciences.
L'apport principal de cette convention, c'est que l'intérêt d'un être humain doit toujours primer sur l'intérêt de la science et de la société. Cette convention reste toujours une référence très importante pour les États, et ça, pas seulement dans l'Europe, mais aussi pour les États qui sont en dehors de l'Europe. Par exemple, Mexique voudrait y adhérer. Mais ce sont toujours, comme vous avez remarqué, comme on a déjà dit, ce sont des instruments qui ne s'appliquent pas spécifiquement aux neurosciences. Mais c'est un cadre général de principes généraux. Il faut encore mentionner à ce moment-là qu'il existe au niveau européen, mais de l'Union européenne cette fois-ci, un projet qui s'appelle le projet Satori, qui veut établir un cadre pour harmoniser toutes les pratiques au niveau européen dans la recherche et l'innovation. Maintenant, je vous propose qu'on descende et qu'on revoie les systèmes juridiques nationaux, donc les différents pays du monde. Pas de tous les systèmes, mais quelques-uns. Et moi aussi, je vais descendre. Je vais m'asseoir. Et nous allons voir, si je n'utilise pas, ça va toujours fonctionner. Donc, nous allons voir qu'au niveau des différents systèmes juridiques, il n'existe toujours pas de règles spécifiques, de règles d'une loi ou d'un ensemble de régimes spécifiques applicables aux neurosciences. Mais les États se servent aussi des règles générales sur la bioéthique ou biomédecine pour les appliquer aux neurosciences. Déjà, avec la France, on a vu avec Alexa que c'est le premier pays au monde à autoriser dans un texte législatif, la loi sur la bioéthique, le recours à l'imagerie cérébrale dans le domaine judiciaire. Mais si on saute sur les continents américains, on voit que le cadre juridique est beaucoup plus spécialisé, mais toujours pas applicable seulement aux neurosciences. Et il est très complexe et aussi en même temps fragmenté. Mais le système du Canada repose beaucoup sur les lignes directrices et les guides, et il n'y a pas non plus de règles obligatoires. En Finlande, toute la recherche scientifique, dont la recherche de neurosciences, est soumise aux règles de la recherche médicale, qui est très très strictement réglementée. Au Japon, par exemple, le sujet n'est pas juridiquement encadré du tout, mais le sujet de neurosciences et de droit est très présent dans le débat au Japon. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'activités au niveau des tribunaux et des jurisprudences. Mais je ne vais pas entrer dans les détails, malheureusement, maintenant. La Suisse se demande surtout jusqu'où peut aller son droit constitutionnel et jusqu'où il peut aller pour prendre en compte les neurosciences et les résultats des neurosciences, et est-ce que les droits fondamentaux et les droits de l'homme sont un instrument suffisant vraiment pour encadrer ce domaine qui est neurosciences. Ce qui est intéressant, c'est le cas des États-Unis. Aux États-Unis, contrairement, comme vous le savez peut-être déjà, contrairement au système européen, le cadre juridique est principalement basé sur les affaires particulières, la jurisprudence. Et on a constaté qu'il y a de plus en plus de cas où, dans les procès pénaux, la preuve utilisant la technique neuroscientifique a été admise. Et en 2010, par exemple, on a admis une preuve de domaine de neurosciences en interviewant, en auditionnant un témoin par la détection de mensonges, en fait, en utilisant les preuves de détection de mensonges. Pardon. On a admis aussi une preuve d'électroencéphalographie qui a contribué en partie à la réduction de la peine qui a été appliquée à un homme qui a tué sa femme et qui a violé son enfant. Et donc la preuve a été montrée, la preuve obtenue avec l'encéphalographe a été montrée au jury qui devait décider de la culpabilité de la personne. Et les jurys y étaient fortement influencés
a décidé de réduire considérablement la peine de la personne accusée à cause d'un trouble grave qu'il avait dans son cerveau. Et on remarque aussi que la Cour suprême des États-Unis, elle fait de plus en plus référence au domaine des neurosciences et elle fonde les arrêts qu'elle rend sur les développements, sur les découvertes dans le domaine du développement cérébral. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à la troisième partie. Donc, on va voir quelles sont finalement les préoccupations principales des différents pays. Et on voit qu'il y en a 5. La première, c'est le sujet du consentement éclairé. En fait, il est communément admis que la personne qui va faire l'objet de recherches neuroscientifiques ou autres, elle peut faire objet de cette recherche si elle a donné son consentement éclairé. Mais le problème, c'est que les contenus de ce concept de consentement éclairé n'est pas vraiment clair et c'est rare que les personnes soient rare que les personnes soient vraiment bien informées des implications et des conséquences de ces recherches et même les scientifiques qui mènent les recherches, ils ne peuvent pas prévoir toutes les conséquences de recherches qu'ils font. C'est paradoxal parce qu'on parle de consentement éclairé alors que neurosciences, ça nie le libre arbitre. Donc, et cette application de ce principe de consentement éclairé, c'est très délicat dans le domaine des personnes vulnérables en même temps. Donc, pour les personnes qui sont par exemple atteintes d'Alzheimer ou de schizophrénie, la convention d'Oviedo dont je parlais avant, elle admet que la recherche soit faite sur une personne atteinte de cette maladie, mais à condition que cette recherche peut procurer le bénéfice réel et direct pour la santé de cette personne. Mais en même temps, la convention d'Oviedo, elle énumère les exceptions. Ça veut dire qu'elle admet qu'une personne qui est atteinte de cette maladie ne donne pas le consentement et que la recherche soit faite quand même s'il n'y a pas de bénéfice pour sa santé. Donc, c'est une convention qui, en même temps, a cette controversée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains pays européens, dont l'Allemagne, ne l'ont toujours pas signée. Le sujet numéro 2 qui apparaît clairement dans les débats juridiques des États, c'est la question le sujet des découvertes fortuites. C'est, en fait, quand on fait une recherche, on découvre quelque chose qu'on voulait pas, qui n'était pas lié à l'objectif de la recherche et qu'on découvre par hasard, un autre résultat qu'on obtient. Et on se demande dans les États si, dans ces cas-là, le chercheur il a l'obligation d'informer la personne. Et dans la majorité des pays, on admet que s'il y a un risque un danger grave qui a été découvert pour la santé de la personne, on devrait l'informer. Mais on s'interroge aussi sur les droits à ne pas savoir. Certaines personnes peuvent mettre les réserves et dire « je veux pas savoir ». Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça, il n'y a pas d'approche unanime. Chaque pays édicte les normes différentes, mais c'est très bien, si vous voulez aller chercher plus loin, c'est très bien, en fait, cette question est bien approchée par Autriche, qui laisse pas la place à la doute, et c'est très détaillé au doute. Troisième question qui est très débattue au niveau international, c'est la question de libre arbitre, bien évidemment. Et au Brésil, la tendance, c'est plutôt de pencher du côté du déterminisme, donc de nier le libre arbitre. Au Japon, contrairement au Brésil, il y a de fortes réticences d'admettre cette théorie de déterminisme. Ça exprime une crainte qu'une défense d'une personne soit entièrement basée sur l'argument d'absence de ce libre arbitre. La quatrième question qui ressort, c'est la lecture des pensées. Donc, imagerie cérébrale. Lecture des pensées. Des pensées.
J'ai toujours du mal à prononcer correctement. Donc, cette technique d'imagerie cérébrale du détecteur de mensonges, elle est admise aux États-Unis, au Singapour, Israël, Inde, Australie. C'est communément admis, contrairement aux pays tels que Autriche, Belgique, Allemagne. Parce que dans ces pays-là, cette technique d'imagerie cérébrale, ça heurte un principe fondamental de leur système juridique, c'est le droit de ne pas s'auto-incriminer. Donc, le droit de garder silence. C'est à la partie adverse de prouver la culpabilité de la personne. En Autriche, on estime aussi que cette technique de détecteur de mensonges et d'imagerie cérébrale, ça heurte le principe, le droit au procès équitable qui est établi par la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qui est intéressant, c'est que les tribunaux grecs, ils admettent l'utilisation du détecteur de mensonges pendant le procès pénal, mais à la demande de l'accusé s'il veut prouver son innocence. Mais c'est refusé et il y a des réticences pour utilisation de cet outil forcé. Ça veut dire si l'accusé il veut pas l'utiliser ou un témoin il veut pas l'utiliser, il peut pas être forcé. En Suisse, ces méthodes de neurosciences sont considérées dans le domaine de la police et de la sécurité publique. Pour déterminer les dangers et pour voir quelles personnes, par exemple terroristes, détecter les terroristes et déterminer la dangerosité des personnes, même dans les espaces publics, en lisant leurs pensées. Le dernier sujet, cinquième, qui apparaît très souvent, c'est la stimulation cérébrale. Donc il s'agit, comme on le disait au début, il s'agit de renforcer ses capacités cognitives à l'aide de neurosciences. Donc ça peut se faire à l'aide de médicaments ou par l'intervention directe sur le cerveau. Mais parmi tous les domaines cités, ce domaine-là, c'est celui qui est le plus lacunaire et le moins encadré par les États et au niveau international non plus. Pour conclure, il y a 3 choses que je voudrais dire. Tout d'abord, comme on a vu qu'il n'existe pas d'un instrument ni international, ni dans les systèmes juridiques nationaux qui est applicable directement et seulement pour les neurosciences, c'est peut-être dû au fait que neurosciences, c'est un domaine très dynamique et qui est en constante évolution et le droit, il traîne derrière. Deuxièmement, certains auteurs, ils proposent d'introduire les droits nouveaux, tels que le droit à la liberté cognitive, droit à la vie privée mentale, droit à l'intégrité mentale, droit à la continuité psychologique. Et le 3e point, pour résumer, c'est qu'on a remarqué qu'il y a une vraie prolifération de conventions internationales et aussi des instruments juridiques au niveau national qui veulent protéger la dignité humaine. C'est un concept qui est relativement nouveau, le concept de la dignité, juridiquement parlant, et qui, par exemple, en France, a été introduit avec la loi de la bioéthique en 2011 seulement. Mais comme a remarqué un auteur, il est d'une certaine façon inquiétant qu'on n'ait jamais autant parlé de dignité ou encore d'éthique, car c'est le signe que ces principes sont tout à la fois contestés et bafoués. Le signe que, d'une certaine façon, la dignité ne va plus de soi, puisqu'elle ne va plus sans dire. Merci. Vous tenez le coup, ça va? Vous êtes prêts? Alors, on s'engage pour le 3e exposé aux confins des neurosciences et du droit.
Et en fait, vous venez de vous apercevoir que ce sujet soulève énormément de problèmes et fait l'objet d'énormément de parutions. Il n'y a pas de jour où il n'y a pas d'article dans Le Monde, dans l'Express, qui ne fasse référence à ces sujets. Tout simplement parce que l'année 2018, c'est l'année de la révision de la loi de bioéthique de 2011, dont mes collègues vous ont parlé. C'est-à-dire que cette loi qui encadre un minimum la dignité humaine avait déjà prévu dans son corpus une révision tous les 7 ans. Et cette année, nous avons donc les états généraux de la bioéthique. Vous pouvez rentrer sur le dossier de presse, vous y trouverez tous les sujets qui sont abordés dans chaque région, avec les organes de la société civile, mais également les organes décisionnaires qui vont rendre un avis à la fin de l'année sur tous les sujets concernés par ces états généraux, qui vont aussi bien aborder la procréation médicale assistée, la fin de vie et les neurosciences. Donc, les neurosciences et la neuroéthique. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2002 environ, est apparu ce nouveau concept qui montre l'intérêt que l'on éprouve quand on ouvre la boîte noire du cerveau et qu'on regarde ce qu'il y a dedans et on se dit, ben ouais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça concerne, puisque ça nous concerne nous, avec à la fois des choses que l'on connaît, mais des choses qu'on va découvrir. Donc ce terme de neuroéthique, c'est à la fois l'étude de notre comportement moral, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'IRM, on s'aperçoit qu'on est capable de lire nos pensées métaphysiques. Donc, qu'est-ce que c'est l'approche neuroscientifique de notre comportement moral? La neuroéthique, c'est également la formulation de principes pour encadrer la recherche et les traitements. Et cela recoupe à la fois l'éthique même du chercheur, puisqu'en fait, ces chercheurs, ils sont payés, ils ont des intérêts, et on s'aperçoit que les neurosciences sont à cette collusion entre la mise à disposition d'énormément de données par les GAFA, avec la rencontre d'un système libéral qui libère énormément d'argent et qui s'engouffre dans cette espèce de panse dans laquelle il y a énormément de choses à découvrir, mais aussi il n'y a pas beaucoup de garde-fous. Un chercheur va toujours vous dire qu'il cherche le bien de l'humanité. Il ne va jamais vous dire « je travaille pour gagner de l'argent ». Il va vous dire « c'est pour le bien de l'homme ». Bon, la neuroéthique, ça serait un peu cet encadrement nécessaire pour baliser les domaines de recherche. Mais également, par rapport à ce que viennent de dire aussi Martha et Alexa, c'est examiner qu'il y a toujours la capacité du malade ou du non-malade à donner un consentement libre, pour savoir si vraiment la personne n'est pas soumise à une pression sociale. Un autre domaine des neuroéthiques, les implications éthiques, c'est-à-dire les conséquences des progrès de la connaissance du cerveau sur nos propres conceptions sociales et philosophiques. C'est-à-dire, en fait, ça a été un peu abordé, derrière tout ceci, quelle vision de l'homme voulons-nous? Vers quel homme nous dirigeons-nous? Donc, vous voyez, beaucoup de questions sont soulevées. Que deviennent les concepts fondamentaux de liberté et de dignité? Quelles sont les limites à imposer ou à proposer? L'existence ou la possibilité du libre arbitre n'ont-elles pas déjà été anéanties par certaines expériences de laboratoire? Et puis, pouvons-nous être responsables si nous ne sommes pas libres? Car en droit, la responsabilité est fondée sur la faute, laquelle nécessite la conscience de l'auteur de l'acte. Or, on le sait, la conscience possède un pouvoir de veto, un pouvoir de bloquer une décision avant le passage à l'acte. On l'a déjà vu tout à l'heure. C'est donc dire que l'idée de liberté demeure toujours possible. On l'a vu avec l'exemple de ce jeune homme, vous avez vu les vidéos, ce jeune homme qui grimpe à toute vitesse sur la façade de l'immeuble, qui sauve l'enfant, et à côté, il y a quelqu'un qui ne bouge pas, qui demeure interdit. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? On voit bien que les tics interagissent et donc il y a cette possibilité de déclencher une conscience malgré un danger. Et puis aussi, les tics touchent la longue histoire de l'homme et je pense qu'il nous est subjectivement impossible de ne pas croire à notre propre liberté. Donc en gros, sommes-nous prêts à penser que l'homme n'est qu'un neurone
et que dès qu'on pourra mettre l'équivalent d'un ordinateur et d'un cerveau, nous pourrons dire que l'ordinateur est un cerveau. Donc, d'un côté, on s'aperçoit que les avancées des neurosciences font avancer la connaissance des mécanismes cérébraux et donc sont à même de mieux aider la justice, puisque mieux comprendre, mieux connaître le cerveau, c'est mieux comprendre l'individu, c'est pour mieux le juger. Mais d'un autre côté, pour revenir au sujet du droit, il y aurait la possibilité, le risque de voir naître une justice utopique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre société ne supporte plus le risque. Notre époque voit s'épanouir une double exigence de sécurité et de transparence. On veut tout anticiper, on veut tout prédire, on demande des vérités, des certitudes, on a besoin de responsables. Et donc la justice normative devient le réceptacle de toutes ces attentes. Faut-il légiférer? Jusqu'où? Ces évolutions sont très inquiétantes pour certains chercheurs parce qu'elles font ressurgir le mythe d'une justice parfaite, voire d'une société sécuritaire. Donc, en même temps, nous sommes dans une société libérale, c'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche d'un équilibre entre des contraintes de productivité et de rentabilité en termes judiciaires, et donc on peut aussi dénaturer la justice. Et ainsi, on peut dire qu'on confierait la justice à des algorithmes, à des logiciels. Nous n'en sommes pas loin, puisque j'ai montré à Linda un dernier article qui vient de sortir sur un livre qui s'appelle « Vers une justice digitale ». Cette justice digitale laisserait carrément de côté les moyens artisanaux du procès traditionnel. Or, ce philosophe et ce juriste de terrain disent « ce sont les rituels du procès traditionnel, ces instances, ces symboles, sa durée dans le temps qui fondent l'adhésion à la décision. Je suis entendu, je peux m'expliquer, le juge prend le temps de comprendre qui je suis et je peux adhérer à la décision. J'ai été condamné, j'ai été relaxé, j'ai divorcé, etc. C'est extrêmement important pour l'individu qui peut adhérer à ce type de justice, mais aussi, ceci fonde la cohésion même de notre société. C'est extrêmement important. Donc on le voit, le droit est une construction très complexe, qui peut relier l'humain à ce qu'il a de plus grossier, quelqu'un qui tue quelqu'un, mais aussi de plus subtil, et donc c'est ce lien individu-loi qui doit être à la fois normatif, c'est-à-dire donner une norme, une règle, mais aussi pouvoir éclairer. Donc, faut-il confier la justice à des logiciels? Faut-il confier la justice à des algorithmes ou à la lecture des IRM? C'est toute la question. Donc, suite aux états généraux de la bioéthique, quand même, beaucoup de chercheurs soulèvent le danger du cerveau augmenté ou du cerveau amélioré. Puisqu'en fait, on le sait, une des finalités du recours aux techniques de modification cérébrale, c'est aussi d'améliorer le fonctionnement cérébral des personnes non seulement malades, mais non malades, en parlant de neuroamélioration. On en a parlé, on se dirigerait vers un homme nouveau, un peu manipulé. Et on sait que d'énormes programmes de recherche ont pour but de décoder le cerveau, comme les généticiens ont décodé le génome, et donc de modifier, voire de manipuler le cerveau. Qu'est-ce qui se passe sur le plan individuel? L'identité même de la personne et de sa personnalité pourrait être altérée. Puisqu'il devient possible de modifier le fonctionnement cérébral, eh bien on peut agir sur les fonctions cognitives, mais aussi sur les émotions. Quel libre arbitre de la personne? Surtout si cette personne se voit contrainte de rentrer dans un modèle sociétal, de manière à la fois volontaire ou contrainte. L'autonomie de la personne est alors menacée parce que la personne accepterait de se modifier pour se conformer à un modèle extérieur. On pourrait avoir la coercition ainsi d'une partie de la société sur l'autre pour se conformer au modèle supérieur. Sur le plan collectif, on en arrive à penser que la justice sociale serait mise à mal si ces modifications, ces avancées technologiques
eh ben, était réservé à quelques-uns, tout simplement parce qu'ils ont plus d'argent. On aurait ainsi une sorte de classe privilégiée qui pourrait déjà plus facilement se soigner, mais voir aussi augmenter ses capacités et voir ainsi exploiter ceux qui n'ont pas accès à ces techniques génétiques. Bon, que devient également l'intimité de la personne et de sa vie privée? Déjà fortement réduite, on le sait, par tous ces objets connectés qui nous environnent et auxquels nous donnons très facilement nos données, et surtout, nos données peuvent disparaître au profit d'un risque qui serait que ça ne bénéficie pas à tous, mais simplement à quelques-uns. Donc, jusqu'où faut-il encadrer les finalités de la recherche en neurosciences? Et en clair, moi, ce qui me semble le plus inquiétant, c'est qu'on finit par considérer que l'homme est une ressource inépuisable. On parle de ressources minières, l'homme est une ressource. On parle bien de ressources humaines dans nos entreprises, ça fait un peu froid dans le dos. On parle plus de service du personnel, mais on parle de RH. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais c'est vrai que ça fait... Voilà, l'homme est une ressource, donc manipulable, utilisable, à merci. En conclusion, il faut bien comprendre que la demande de la société est énorme, parce qu'on touche à des choses très légitimes, qui sont par exemple la disparition de la souffrance, tout à fait normal que l'on continue les recherches, même si tout ceci, comme certains chercheurs le soulignent, tout ceci est très difficile à appréhender dans le temps. Je crois qu'il y a une chose qu'on n'a pas soulevée, c'est que ce qui est observable à un moment donné dans une image cérébrale, nous ne sommes pas sûrs du tout de la retrouver 2 heures après. Le facteur temps, dans ces recherches, est totalement aplati. Ce qu'on montre à un moment, c'est vrai. C'est pas vrai. Il faut réintégrer cette dimension, donc donner du temps au temps, prendre sûrement beaucoup de recul par rapport à tout ça, pour réfléchir et réintégrer toutes ces données. Donc en fait, il y a aussi l'enjeu éthique de l'autonomie, parce que l'individu finalement se croit libre de tout, mais en fait, nous sommes beaucoup soumis à une injonction permanente de la performance. Ça vient du monde libéral. Donc, cette recherche est perdue d'une meilleure performance, qui peut être justifiée, mais ce désir impérieux de progresser peut en fait masquer une aliénation, c'est-à-dire se conformer véritablement à une norme supérieure, faire comme tout le monde, faire comme si on était. Et c'est particulier pour l'ont souligné mes amis. Il y a certains groupes qui sont plus fragiles, donc il faut faire très attention à tout ce qui concerne les enfants, prendre des précautions, mais aussi les délinquants, les malades bien sûr, et puis une catégorie peut-être qu'on n'a pas abordée dans les neurosciences, mais qui est très touchée parce que les militaires sont à la pointe des progrès et de la recherche, ce sont les soldats. Et vous savez que les guerres, il y en a partout, on continue à en avoir, et donc font l'objet de beaucoup de recherches. Autre sujet de personnes délicates, les personnes considérées comme asociales. Et donc il y a un fort risque de domination, de manipulation, et on peut même prononcer le mot d'élimination. Je conclurai par une phrase: le glissement de la bienfaisance à la manipulation, de agir pour à agir sur, pourrait être subtil. Merci. Bonsoir, je m'appelle Dominique Duquet, je suis formateur à Nouvelle Acropole. Et je suis responsable d'un groupe de recherche qui s'appelle l'Institut Hermès, qui s'intéresse aux sciences de l'homme, c'est-à-dire à une vision de l'homme de l'intérieur, en particulier l'anthropologie du sacré, la complexité ou l'imaginaire. Le thème que nous allons aborder cette fois-ci n'est plus sur le droit, mais sur l'éducation, à travers 2 thèmes, l'apprentissage
et le changement. L'exposé concerne les neurosciences et l'apprentissage. Toute activité d'apprentissage engendre naturellement une neuroactivité, puisque les neurones se bougent, se mettent en relation, en connexion, et apparaissent de nouveaux réseaux de neurones et de nouveaux systèmes, d'autant plus que l'apprentissage représente avant tout un cheminement de pensée que nous n'avons pas encore développé. Donc, quelque part, l'apprentissage est lié à la plasticité cérébrale. Si on devait prouver que la recherche du fonctionnement du cerveau est utile pour l'apprentissage, je citerai un rapport de l'OCDE, publié en 2007, qui s'intitule « Comprendre le cerveau, naissance d'une science de l'apprentissage » et qui conclut, après 8 ans d'enquête, que connaître le cerveau peut nous aider à mieux enseigner si nous sommes enseignants et à mieux apprendre si nous sommes élèves. Tout simplement parce qu'en étant enseignant, on va mieux comprendre les stratégies qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas en pédagogie. On va comprendre aussi, si nous sommes apprenants, que parfois quels sont nos blocages à l'apprentissage. En l'occurrence, en connaissant mieux les lois de la nature, on pourra tout simplement mieux les appliquer. Une étude de Stanislas Dehaene, qu'on a cité tout à l'heure, qui est professeur au Collège de France, cite 4 facteurs qui déterminent la vitesse et la facilité d'apprentissage. Donc c'est les points que nous allons reprendre. Tout d'abord, l'attention. L'attention est définie comme la capacité que nous avons à nous ouvrir à la réalité. C'est à la fois une ouverture et aussi une orientation, puisque lorsque nous avons une activité attentive, on s'oriente vers une direction, vers un objectif. Et l'attention a plusieurs caractéristiques. Elle est tout d'abord sélective, c'est-à-dire que lorsque nous sommes attentifs à un objectif, nous sélectionnons un certain nombre d'informations et inversement, nous éliminons d'autres informations, à tel point que parfois, comme on le dit souvent, on est tellement impliqué qu'on ne voit pas. La vision devient aliénée dans un mécanisme d'attention, en dehors de l'objectif qu'on s'est fixé. L'attention est aussi partagée, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 actions en même temps. Par exemple, on écoute un cours et on l'écrit en même temps, la synthèse qu'on entend. Elle peut être soutenue, c'est-à-dire qu'elle est liée à la capacité que nous avons de maintenir une attention dans le temps, et elle est liée à un état de vigilance. En fait, en réalité, l'attention et le temps sont les 2 facteurs de base qui nous permettent un apprentissage. Alors, si on veut donner quelques limites de l'attention, on va se rendre compte que déjà tenir 30 minutes ou 45 minutes dans un cours, ce n'est pas évident, c'était une épreuve de tout à l'heure. En fait, c'est globalement la durée maximale qu'on considère sans décrocher, mais il faut déjà être entraîné dans l'activité mentale. Après, on trouve des études d'attention qui sont plus réduites. Par exemple, à bout de quelques minutes, on commence à décrocher. Et on descend encore plus bas au bout d'une dizaine de secondes. Par exemple, il y a une étude intéressante de Microsoft, en 2000, qui situait à 12 secondes l'attention soutenue moyenne. Et c'était en l'an 2000, 15 ans plus tard, on parle de 8 secondes, ce qui est inférieur au poisson rouge qui plafonne à 9 secondes. Alors, derrière ça, vous verrez que si vous allez sur Google, vous verrez qu'il y a régulièrement des images qui apparaissent, qui disparaissent. Elles tiennent moins de 10 secondes. Donc ça fait partie des études qui ont été faites. Alors après, on peut discuter de cette étude scientifique ou non. En tout cas, la grande majorité, pour ne pas dire tous, aujourd'hui considèrent qu'il y a un déficit attentionnel du fait qu'on a recours fréquemment aux écrans et aux smartphones et que ce changement d'attention, malheureusement, amène une diminution d'attention. Un spécialiste des neurosciences explique et propose de remplacer la satisfaction du zapping par celle de la compréhension de sujets approfondis, c'est-à-dire le réapprentissage de la concentration. Et là, c'est intéressant puisqu'on retrouve l'idée que attention et concentration sont complémentaires dans toute action et on connaît dans notre école de philosophie que la concentration nous amène à un contact intérieur de l'être, alors que l'attention nous amène à quelque chose de l'extérieur. Un autre neuroscientifique qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud, qui est directeur de l'école de l'ICERN à Lyon,
qui a développé tout un programme sur être attentif à l'école, explique par exemple qu'il ne suffit que dans la transmission du savoir, que dans l'enseignement, en fait, la transmission du savoir est une chose, mais il est essentiel de développer des fonctions cognitives comme l'attention et la concentration. Et ceci nous rappelle la notion d'apprendre à apprendre, et que le plus important est avant tout de développer l'outil qui va nous permettre de nous ouvrir au monde et d'assimiler les expériences. Ça nous rappelle aussi les pratiques ancestrales de discipline mentale, développées par exemple avec la logique ou la rhétorique dans les philosophies grecques, ou encore les disciplines mentales orientales. Et pour conclure cette partie de l'attention, le même professeur explique qu'il y a 3 forces fondamentales qui influent dans notre attention et donc qui perturbent éventuellement notre apprentissage. Nos habitudes, nos émotions et nos intentions conscientes et volontaires. C'est-à-dire que dans la pratique, dans notre apprentissage, se mêlent ces trois facteurs, émotions, habitudes et intention consciente. Et donc, la clé pour arriver à la maîtrise de l'attention, attention consciente, un 3e plan. Consciente, attention consciente. C'est l'intention et en même temps c'est la volonté derrière. Et donc, si nous cherchons à vouloir maîtriser notre attention, il faut d'abord prendre conscience de ces facteurs de dispersion et de revenir à l'objectif. C'est la pédagogie correspondante. Le 2e facteur concerne l'engagement actif. L'engagement actif. Un organisme passif n'apprend pas. Pas simplement chez l'homme, mais chez l'animal aussi, notamment les souris. Si on ne stimule pas les souris, en fait, elles dépriment. Donc les pédagogies actives sont plus efficaces et on apprend mieux si on est motivé. Alors derrière la motivation, il y a 2 éléments intéressants, puisqu'on est motivé par l'envie et aussi par l'intérêt. Donc il y a une dimension mentale qui touche le sens de l'apprentissage et il y a une dimension affective. Léonard de Vinci citait par exemple que l'amour est la source de toute connaissance. Alors aujourd'hui, travailler avec amour s'appelle pratique passionnée dans le jargon scientifique. La pratique passionnée. Et pour revenir à la pédagogie du sens, certains professeurs en université, à Nanterre par exemple ou en Belgique, expliquent que redécouvrir la pédagogie du sens aux élèves et aux étudiants permet de leur donner une plus grande motivation. Par exemple, créer une entreprise pour soi-même est une chose, créer une entreprise à des fins sociaux pour développer le lien social est une autre chose. L'entreprise devient utile et être acteur dans une entreprise d'utilité nous rend utile, nous rend heureux et nous rend motivés. En même temps, la pédagogie d'être acteur dans l'engagement est à ne pas confondre avec la pédagogie de la découverte. Chez l'enfant, on a développé des théories de la pédagogie de la découverte dans lesquelles l'enfant découvre de lui-même le contenu à apprendre. Et on a constaté par contre, qu'il ne dépasse pas les difficultés à découvrir les règles qui gouvernent le domaine. C'est pour ça que là, nous parlons d'engagement actif, c'est-à-dire dans un cadre structurant, qui engage l'attention, la volonté, mais aussi qui donne une direction. Dans la pédagogie de l'engagement actif, on trouve aussi la surprise et la curiosité qui font partie des éléments utiles, à condition que la curiosité développée et la surprise soient dans l'axe de la direction de l'apprentissage, sinon ça s'appelle dispersion. Le 3e facteur est associé au retour d'informations sur notre action en cours. Et là, on découvre aussi, de façon très précise, que plus le retour est proche dans le temps de l'erreur, plus l'action correctrice est efficace et intégrée de manière pérenne. C'est-à-dire que plus tôt on a la correction, plus tôt le cerveau réagit et intègre la remarque, l'erreur, en pédagogie, puisque la prise de conscience d'une erreur est en fait un apprentissage. Les neurosciences démontrent que l'erreur ou l'incertitude sont normales, elles sont même indispensables. Inversement, que les punitions face aux erreurs ne font qu'engendrer la peur
le stress et le sentiment d'impuissance, et les punitions sont néfastes aux apprentissages. Alors derrière tout ça, une petite réflexion, l'important de se débarrasser de la peur des examens et des tests. Faire des erreurs est normal, est la seule façon de repérer ce qu'on ignore et de boucher les trous. Et du point de vue scientifique, donc l'erreur est normale, inévitable et même indispensable pour tout apprentissage. Et on arrive au 4e point. Donc après l'attention, après l'engagement actif et le retour d'information, on arrive à la consolidation, qui passe par la répétition et par l'entraînement. Il y a d'abord une première phase consciente qui se passe avec effort, c'est l'apprentissage proprement dit, et ensuite un traitement automatisé inconscient qui permet au cerveau de lâcher prise et donc de développer ensuite un autre apprentissage. Pour conclure cette partie, il est essentiel de repérer une connaissance nouvellement acquise. Pour mémoriser une information, on a besoin de 3 passages au minimum. C'est très aujourd'hui mesuré. Pour intégrer une nouvelle habitude, on a besoin de 21 jours. 21 jours. Le sommeil est très utile pour assimiler les expériences, même une période très courte. Le sommeil, le fait de dormir ou de lâcher prise. Alors pour conclure, quelques éléments liés aux nouvelles découvertes de pédagogie dans le domaine. Tout d'abord que l'être humain est un être éminemment social, on l'a vu, et donc que le cerveau a été conçu par la nature pour développer une survie collective. C'est-à-dire que depuis notre naissance jusqu'à notre mort, on ne peut survivre sans autrui, sans les autres. L'autre nous construit, et on a physiologiquement besoin des autres et de relations positives avec eux. Et les nouvelles pédagogies vont intégrer l'interaction, la coopération plus que la compétition, c'est du gagnant-gagnant, la conscience de l'interdépendance avec un apprentissage collectif. On peut ajouter un environnement de bienveillance. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, notamment au niveau des enfants dans l'école Montessori, ou par exemple les témoignages de Catherine Guéguen, qui est pédiatre, ou de Céline Alvarez, qui ont développé des pédagogies nouvelles qui ont montré que l'environnement de bienveillance permet à l'enfant d'intégrer au fur et à mesure de son cursus d'apprentissage, de maîtriser peu à peu les émotions et d'arriver à un autre stade de créativité et de maturité. On fait apparaître aussi 2 éléments intéressants dans le domaine de la bienveillance, 2 qualités qui sont l'empathie et la compassion, qui toutes 2 activent des zones du cerveau différentes. L'empathie est associée au partage du ressenti, et la compassion a une perception du ressenti et l'action. Et donc, de passer de l'empathie à la compassion permet à la fois d'intégrer la souffrance de l'autre, mais d'avoir du recul pour apporter une action positive. Alors, il y a par exemple 3 pratiques de la compassion qui sont proposées comme exercice. Écouter complètement quelqu'un durant 5 minutes sans parler ni intervenir. C'est simple, c'est super. Alors, une deuxième pratique, faire chaque jour un geste pour aider les autres. Faire chaque jour un geste pour aider les autres. Et une troisième pratique qui nous est inspirée par exemple par Mathieu Ricard, c'est la méditation sur la compassion. Vous connaissez peut-être, penser à quelqu'un qu'on aime, se développer l'amour inconditionnel et ensuite projeter cet amour inconditionnel aux autres, jusqu'à ceux qu'on n'aime pas et qui peuvent permettre et à toute l'humanité. Donc c'est un exercice aussi très important d'ouverture du cœur. On peut aussi citer des éléments qui sont défavorables à l'apprentissage, c'est le stress, qui bloque notre capacité d'ouverture. C'est la violence, par exemple le fait que aussi on peut être violent pas simplement physiquement mais aussi
on va dire psychiquement ou par la parole, et notamment dans l'éducation, de développer un respect et ne pas provoquer comme dans le passé parfois des blocages émotionnels. On connaît par exemple l'influence des jeux vidéo violents qui rendent violents, ça c'est aussi largement prouvé. Qu'on apprend mieux par le jeu, la dimension ludique est très utile pour l'apprentissage, pas simplement pour les enfants, mais Dame Nature le fait aussi au niveau des mammifères, et qu'on peut le faire aussi quand on est adulte, c'est une bonne chose, l'humour nous fait du bien. Et juste pour conclure, une étude qui m'a paru intéressante sur les virtuoses. Beaucoup d'études sur les virtuoses ont été faites, que ce soit des musiciens classiques ou modernes, par exemple des guitaristes, que ce soit des sportifs ou des gens qui sont très doués en calcul mental, pour arriver à la conclusion que leur virtuosité ne vient pas de leur faculté innée, mais surtout du travail et de leur persévérance qu'ils ont eue. C'est-à-dire que la voie de l'excellence, finalement, est ouverte à tous, quelles que soient nos facultés naturelles données par la nature. Merci de votre attention. Bien, mais je vous propose de terminer cette après-midi. Là, justement, on va s'intéresser à la dimension du changement. On va prolonger avec la projection de tout à l'heure. Je vais faire qu'effleurer le sujet, puisque la projection de tout à l'heure concerne justement la dynamique du changement à travers une conférence du docteur Joe Dispenza, qui est neurologue, et justement qui a mis en place un certain nombre d'études très intéressantes et qui va être le prolongement de mon exposé. Alors, essayons de comprendre tout d'abord finalement qu'est-ce qui fait que nous résistons, qu'est-ce qui fait que nous avons tant de mal finalement à changer. Vous voyez ici deux choses. Un super ordinateur qui traite environ 400 milliards de bits par seconde, bits étant le langage informatique de traitement. Et vous avez ici une calculatrice à 10 centimes qui ne traite pas grand-chose. Eh bien, en fait, la mémoire de travail, celle que vous avez utilisée aujourd'hui pour pouvoir essayer d'enregistrer tout, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Si je vous demandais ce que Lallet a dit sur son PowerPoint, sur la magnéto, je ne sais même plus quoi, IRM, vous ne pourriez pas vous en rappeler. Parce que la mémoire de travail, c'est la calculatrice. Par contre, la mémoire à long terme, c'est ça. Vous voyez, c'est paradoxal. Et c'est pour ça qu'on ne se rappelle pas immédiatement, d'ailleurs, le fait que je parle, et je ne pense pas à chaque mot que je dis. Il y a un certain nombre de mots et de phrases qui sont toutes faites qui proviennent de là. Ça va ? Donc, c'est pour ça qu'on dit 95% de nos mécanismes sont automatiques, y compris le fait quand je parle. Donc, comment faire, évidemment, pour mieux travailler avec ces 5%, cette petite calculette? Et la nature... Mais pourquoi c'est une calculette? Parce que pour le cerveau, et en tout cas l'être humain, l'information, elle est toxique. Vous sélectionnez ce que vous voulez réellement avoir en vous. Une partie en tout cas. La nature, elle se défausse, elle se débarrasse justement pour mieux vivre. Pour plusieurs raisons. La première, d'ailleurs, est assez logique. Quand vous avez cette masse d'informations comme aujourd'hui, vous ne pouvez pas, et c'est impossible dans l'état actuel de notre évolution, retenir tout. Donc, elle va éliminer les choses. En fonction de quoi? De l'intérêt que vous avez.
peut-être les médecins, les docteurs étaient plus attentifs aux exposés médicaux, les juristes plus attentifs aux exposés de droit, mais réussir justement à avoir une attention sur l'ensemble des choses qui peuvent nous aider va dépendre d'une chose essentielle, nos finalités. Si ma finalité, c'est simplement améliorer mon information de médecin, je vais me concentrer simplement sur les informations de médecin. Si ma finalité est d'évoluer, je vais essayer de prendre ce qui est essentiel dans tout ce que j'ai appris, d'autant plus, et c'est pour ça que je dois faire l'effort de noter ce qui est essentiel pour moi. La nature fait cela. Donc, par intérêt. 2, lorsqu'on se sent menacé, par exemple, quelqu'un vous dit la vérité sur vous. Il n'est pas toujours content, non? Parce qu'elle remet en question fondamentalement ce qui nous, notre identité. Donc, lorsque notre identité est menacée, on n'en se souvient plus. D'ailleurs, on ne se souvient même plus de la personne qui nous l'a dit. Donc, on évacue l'information. Troisièmement, une chose peut-être plus importante encore, la nature, évidemment nous, elle se défausse de l'information pour pouvoir engendrer de la complexité. Complexité, complexus, ça veut dire ce qui est tissé, ce qui est uni en toute chose. Si, quand vous vous promenez dans la forêt ou dans la nature en sortant à la porte pétrale, il y a une nuée d'oiseaux qui passe. Si vous commencez à vouloir compter chaque oiseau, peut-être vous pouvez y arriver, il faut prendre un peu de temps, vous allez saturer votre système et vous perdez la globalité des choses. D'accord? Donc, notre système, y compris nous fonctionnons pour pouvoir voir la globalité des choses, pour pouvoir vivre dans cette globalité. Alors évidemment, pour ceux qui cherchent, et les pinailleurs, à voir chaque chose dans le détail, du détail, du détail, du détail, du détail, perdent la globalité. On ne peut pas avoir les deux de cette manière-là. Très important. Et c'est pour ça que, en management, on dit que pour pouvoir engendrer la complexité, je dois accepter de perdre de l'information, c'est-à-dire de déléguer à quelqu'un. Si je n'accepte pas de déléguer à quelqu'un, donc, si je délègue à quelqu'un, je perds l'information parce que je ne peux pas tout contrôler ce qu'il va faire. Sinon, donc en ne déléguant pas, je retiens le processus de complexité de vie, puisque cette personne, elle, va engendrer de la vie, donc de la croissance. Donc c'est ça aussi une des raisons pour lesquelles nous, l'information est des fois toxique. Et c'est pour ça que la grande question, c'est qu'est-ce qui mérite mon attention ? Et c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut clarifier, parce qu'en fonction de votre finalité, ce qui mérite donc votre attention, vous allez polariser ce que vous allez enregistrer.
la pause qu'on a prise tout à l'heure, le soleil, les relations que nous avons eues ensemble, cette capacité de pouvoir créer du lien, c'est de l'exo-information qui fait que vous vous sentez bien. Vous avez de l'information inconsciente qui arrive par énormément de sens, et c'est 10 puissance 8. Et quand vous montrez une image, par exemple, une image, eh bien c'est aussi de l'exo-information parce que cette image vous fait penser à faire 52 choses qu'un mot seulement limite. Alors, 16 bits par seconde, ça correspond aussi à 16 images par seconde. C'est la conscience et l'analyse de mouvement à 16 images. C'est son mouvement pour voir un mouvement conscient. C'est pour ça qu'au cinéma, c'est 16 images par seconde. Au-delà, c'est fou. Donc, un formateur doit, et son équipe, si vous formez, doit tenir compte de ceci dans l'ensemble de ce qu'il fait pour pouvoir enseigner, parce que ça compte autant si ce n'est plus. L'ambiance, des fois, va compter plus que ce que va dire la personne. Si vous avez passé un bon moment, si évidemment ce qui est dit quand même juste, ça va amplifier évidemment ce que vous allez retenir. À l'inverse, bon, vous allez dire c'est bien, mais ça ne va pas vous donner envie d'aller plus loin. Être dans le flux d'inspiration. Ce qui est intéressant ici, c'est, dans ce qu'a décrit Dominique, lorsque vous êtes en attention et que vous faites attention, par exemple, à ce qui est dit là, on utilise une attention volontaire qui consomme énormément d'énergie. D'ailleurs, vous devez être un peu fatigué à la fin de tous ces exposés. C'est vrai. Parce que la petite calculette, la bourramée, même si vous êtes surentraîné. Par contre, si vous vous entraînez à acquérir une connaissance suffisante, nous passons à un autre niveau d'attention, qui est ce qu'on appelle le flux d'inspiration, où là, ça nous demande moins d'efforts. Vous êtes connecté à une dimension où vous êtes toujours en attention, mais vous êtes en train d'apprendre des choses que vous voyez, des interactions que vous voyez, comme un peintre. Qui est en même temps conscient de ce qu'il fait et qui est en attention, dans un flux d'attention pour pouvoir justement percevoir, capter, ramener. Et tout ça, c'est un état
et vous allez voir plutôt l'un que l'autre. Mais justement, qui a raison? Ni l'un ni l'autre. D'accord? Si je dois donc me mettre à la place de l'autre pour comprendre depuis son point de vue, puisque c'est pas la même représentation. Ça implique un effort, qui est celui de faire un pas de côté. Et très souvent, vous allez voir les gens qui défendent mordicus leur représentation. Bon. Alors, le biais de la croyance, on en a parlé tout à l'heure, je crois. Vous avez ici Galilée qui observe avec sa lunette, on est vers 1600, et c'est quelque chose d'important. Comme disait John Stone, ça n'aurait pas fait une minute aux 20 heures à l'époque, mais... il a amélioré la lunette qui a été faite par un Hollandais, et il observe que la Lune n'est pas une sphère parfaite. Et à l'époque, l'image du monde, c'est que tout est infiniment ciselé, que autour il y a des sphères célestes, et que justement la Terre est au centre du monde. Alors, on dit, si c'est imparfait, c'est pas du tout ce qu'on nous a dit. Donc il appelle l'évêque. Et il dit, regarde, c'était un de ses amis, hein. Regarde, tu vois, ça pose problème. Et il dit, et l'autre regarde, il dit, ah ouais, je comprends que ta lunette a un problème. Donc, le biais de la croyance, c'est ça. Quand vous ne voulez pas voir quelque chose qui vous dérange, vous restez prisonnier de vos croyances et de votre passé. Donc, hein. Il va falloir un peu de temps avant, hein. Il y aura le procès, tout ça, parce que ça remettra en question les choses. Vous savez, même Einstein, hein, il a mis pratiquement 9 ans pour accepter justement quelque chose qu'il lui-même avait découvert, mais auquel il ne croyait pas, qui était l'expansion de l'univers. Donc ça arrive aussi au univers. Il a fait l'attente Hubble en 1920 pour voir, 29, pour voir les galaxies. Même Einstein n'y croyait pas. Et il dira d'ailleurs que c'est ma plus grande erreur. Et c'est pas un problème de formule mathématique parce qu'il l'avait trouvé. Il n'y croyait pas lui-même, il a rajouté une constante. Vous voyez? Donc c'est pas si simple de changer. Alors, c'est surprenant, hein? Évidemment, là, je surprends, mais c'est pour vous aller un petit peu. Bon, alors, regardez l'attention un peu ce qu'on appelle involontaire. Vous allez voir, la plupart d'entre vous voient un couple. Qui voit des dauphins? Ah, non, vous avez un couple ici. Mais parce que c'est une représentation que pour la plupart vous connaissez. Mais quand on interroge des enfants, ils ne voient pas le couple. Ils voient des dauphins. Ils sont là, regardez, la queue est là. Ah, regardez. Voyez, regardez. Regardez, si vous aviez fait attention, vous auriez lu ici « Message d'amour des dauphins » et vous étiez polarisé sur vos croyances. L'image prédominante est celle que vous conditionne. Mais si vous dites à quelqu'un dauphin, comme vous avez fait, il commence à voir. Donc, si vous voulez que quelqu'un change, il faut à un moment donné il faut lui faire voir. Il faut dire dauphin. Et là, on voit. Hein, c'est comme, donc quelque chose qui n'existe pas dans la tête de quelqu'un n'existe pas. D'accord? Hein, c'est comme quand on dit quand Christophe Colomb est arrivé sur les îles avant l'Amérique, il y avait des indigènes, ils ont bien vu une déformation. Mais comme ils ne connaissaient pas les bateaux, et le chaman, qui voit un peu plus loin, dit bateau, et tout le monde voit le bateau. C'est important pour la conduite du changement. Parce que, on ne pourra pas aller plus loin, mais le temps passe, si on ne fait pas voir à quelqu'un quelque chose pour qu'il existe en lui-même, ça n'existe pas et donc il va résister. Une des clés, comme on le verra, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il voit.
Donc faire voir, faire rêver quelqu'un sur quelque chose, son avenir, permet d'ancrer une réalité en lui, même si elle n'existe pas encore. Neuf. Eh oui, 9. Alors, j'ai encore un peu de temps ou pas? Bon. Encore 5 minutes et après on continuera peut-être ce soir. Une batte. Je pensais que pour la fin de la soirée, c'était mieux de vous faire travailler un peu. Pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Une batte de baseball coûte 1,10 €. D'accord? Sachant que la batte coûte 1 € de plus que la balle, combien coûte la balle? Combien? 10 centimes. D'accord? Hein, tout le monde pense 10 centimes. Mais c'est faux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la réponse, c'est que c'est celle-là. Vous savez, il y a 1 € de différence. Allez, mais il n'y a pas 1 € de différence. Hein. Donc, le cerveau, ben vous réfléchirez. Mais votre cerveau va au plus simple. Pourquoi? Parce qu'on est peu concentré et peu attentif. Donc il dit, bon, allez hop, c'est évident. Donc il a tendance à globaliser. Deux choses. Je parle trop vite? D'accord. Alors, en tout cas, ça montre une chose. Nous avons tendance, même si vous ne faites pas l'effort de la pensée, vous allez choisir la facilité. Le cerveau est partisan du moindre effort. Ça, c'est une donnée essentielle. Il est partisan du moindre effort. Et ce que Joe Dispenza dit, et on verra tout à l'heure, c'est que tant que l'on se sent en confort, on fait la négation de notre évolution et on reste dans l'immobilisme. Dès que vous commencez à vous sentir bien, vous n'évoluez plus. Ça vous satisfait. Chaque jour, vous avez votre petit sucre qui vous dit « Ah, ça va bien, tu es très bien ». C'est l'autosatisfaction, vous voyez? Eh bien, l'autosatisfaction, c'est la non-évolution. Autosatisfaction, 2 secondes. Et ensuite, on doit se remettre en évolution. Qu'est-ce qui mérite mon attention? Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire. Et c'est pour ça que, pour terminer, et on verra le changement tout à l'heure avec Joe Dispenza, le cerveau, pour quelqu'un qui est prisonnier de son conditionnement, préfère toujours la souffrance du conservatisme parce qu'il la connaît, à la douleur éphémère du changement qu'il ne connaît pas. D'accord ? Le cerveau, et je le vois, je vous assure, tous les jours, des gens qui sont prêts à aller dans le mur plutôt que de passer d'un bâtiment à un autre pour changer de poste. Parce que leurs 5%, ils en ont même plus. C'est même pas 0,5%. Donc ils sont prisonniers totalement de leur conditionnement. Étant prisonniers totalement de leur conditionnement, ils vivent éternellement dans le passé, prisonniers de leur conditionnement, et leur présent est un éternel recommencement du passé. Tout changement apparaît comme quelque chose de surhumain. Bon, entraînez-vous aux 5% et on verra la suite tout à l'heure avec Joe Dispenza où je commenterai certaines choses. Merci beaucoup.
conscience de ce sujet. Donc, ma question, c'est, au travers de vos expériences, parce que moi je suis un peu éloigné de ce sujet, par mon activité, quelles sont finalement aujourd'hui face, je dirais, au capitalisme financier, face à voilà, cette explosion de recherche, quels sont un petit peu les garde-fous qui permettraient d'aller dans ce sujet de science sans conscience, et que, voilà, de mettre de la conscience pour nous les citoyens, parce que comme nous, c'est des sujets qui nous paraissent très loin et sur lesquels on a du mal à se poser. Alors je sais qu'il y a des agences étatiques, mais j'ai souvent l'impression qu'elles sont souvent en retard par rapport aux associations de consommateurs. Voilà. Qu'est-ce qui existe comme moyen d'aller dans une conscience de ce sujet aujourd'hui? Je vais essayer de répondre un tout petit peu à la question. Ce que j'ai pu voir et comprendre, c'est que rien ne se fera sans la société civile. Déjà, ça veut dire engagez-vous. Prenez vos responsabilités. Déjà, s'informer, même s'il y a des limites de l'État et de tout ce qui existe. Mais ensuite, participer activement. Je pense qu'il faut participer à tous les débats qui sont ouverts. Il y a une énorme implication des choses. Et c'est pour ça que je remercie Léonard d'avoir parlé de la complexité du monde. Et ça ne nous aide pas. On ne peut pas dire que c'est facilitant. Mais en même temps, en tant que philosophe, je pense qu'on est à même, on a quelques outils pour nous-mêmes déjà, puisqu'il y a un point individuel, pour nous-mêmes prendre la voie de l'évolution et inciter d'autres effectivement dans cette réflexion. Mais à l'heure actuelle, je suis bien d'accord avec vous, puisque j'ai vu les chercheurs eux-mêmes sont soumis à d'énormes pressions. Il y a une grosse demande, il y a vraiment un phénomène en ce moment global qui fait que ces questions restent en suspens. C'est pas qu'elles sont occultées, c'est surtout que les moyens mis en œuvre derrière sont des moyens marchands, sont des moyens donc de puissance, de pouvoir, de prise de pouvoir sur l'homme et sur l'humain. C'est vrai, il y a un grand danger. Maintenant, est-ce qu'on y va les yeux ouverts ou les yeux fermés? C'est à nous de choisir aussi. Ça veut dire comprendre comment nous aussi on fonctionne. C'est-à-dire que dans nos cerveaux, il y a aussi beaucoup d'illusions. Et donc être conscient, c'est aussi être conscient de qui on est, de nos limites, et de faire avec, et de continuer à avancer. Je ne réponds pas trop à votre question, mais c'est ma propre interrogation par rapport à ma propre pratique du droit. On est à cheval entre l'individu et le collectif, je suis bien d'accord, mais il n'y a pas de solution. On ne peut pas attendre de solution miracle. On ne pourra pas attendre de solution miracle. Il n'y en a pas. Alors bonsoir, déjà moi aussi vous remercier parce que c'est un baptême pour moi d'être parmi vous aujourd'hui au sein de l'Acropole. En tant qu'enseignante, j'aurais pas mal de questions, mais la question que je voudrais poser, c'est peut-être à vous, monsieur. Vous disiez que notre résistance au changement pouvait être liée peut-être à la structure de notre cerveau. Je me demandais si c'était pas plutôt lié à notre ego, qui se situerait à un autre niveau qu'au niveau fonctionnel du cerveau, en fait, cette résistance que l'on peut avoir au changement. Merci.
enfin, le changement en fait. Je sais plus, si on donnerait un conseil à quelqu'un de faire la méditation, combien de temps il faudrait qu'il le fasse Dans la conférence de tout à l'heure, il va en parler. Dominique disait que pour changer une habitude, il faut 21 jours. D'accord ? Bon, statistiquement, c'est ce qu'on dit. En fait, tout dépend de vous, puisque pour pouvoir changer une habitude, évidemment, utiliser l'imaginaire pour pouvoir visualiser une réalité qui n'existe pas encore réellement, mais qui commence à exister en vous. Dans un premier temps, il va falloir le répéter tous les jours, pendant un certain temps. Parce que pour pouvoir mettre en place une nouvelle habitude, un changement, en fait, on ne peut pas lutter contre l'ancienne, il faut en mettre en place une nouvelle. Donc ça implique que vous sachiez exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire que ça va être très clair dans ce que vous voulez. Donc une imagination très précise, une intention claire, associer une motivation sur qu'est-ce que ça va générer comme sentiment en vous de réussite. Et ensuite, parce que si vous le faites tous les jours chez vous, c'est une chose. Et si vous le faites sans rien faire, il ne va rien se passer. Et il faut ensuite mettre de l'énergie pour aller dans la bonne direction. Suffisamment longtemps pour que l'ancienne habitude perde de l'influence et que la nouvelle grandisse en vous. Le temps va dépendre de votre capacité au quotidien à agir dans la bonne direction. On peut, en une journée, changer. En un instant, changer. Ça dépend de la puissance que vous mettez. Je ne voudrais pas de délai de temps, mais il y a un minimum quand même. Tout dépend de quoi ingrédient. Intention claire, sentiment élevé, c'est l'idée du cœur. Parce que vous allez être dans l'inconfort, donc il faut que vous puissiez, dans votre tête, vous dire, cette attitude qui est en train de naître en moi va me permettre cela, et je vais ressentir cela. Il faut que ça existe déjà en vous, pour que ça existe ensuite. Et ensuite, on met de l'énergie. Et en même temps, on met de l'énergie. Au niveau des techniques traditionnelles, en plus de la soudaineté qui est possible, comme expliquait Léo, la moyenne pour obtenir un changement de palier, je ne parle pas simplement d'habitude, des paliers est entre 3 et 5 ans. Des pratiques quotidiennes. Je le dis, parce que sinon, on va faire la promotion de choses et des consommations immédiates qui n'existent pas en réalité pour la plupart des personnes. Mais il ne faut pas se déprimer. Réfléchissez. Si vous voulez apprendre n'importe quel art, le piano, la sculpture, ce que vous voulez, vous verrez que vous avez besoin de plusieurs années. Et vous allez pratiquer tout le temps. C'est pareil pour un art martial. Ou pas, Qigong, ce que vous voulez. Donc s'il n'y a pas la compréhension, il faut une dédication quotidienne pendant un certain nombre d'années, c'est impossible d'obtenir un sursaut et un changement radical. C'est pas possible. Sauf pour certains qui, à un moment donné, par une nécessité fulgurante, et c'est vrai, obtiennent une petite ou une grande illumination ou extase. Et comme ceci ne peut pas être prédictible, ni promis à quelqu'un, puisque c'est rien de l'escroquerie, de la manipulation, on est obligé d'être sérieux et de dire ça implique un temps. Déjà à l'époque de Pythagore, dans son école, vous comprenez, à Canton, il fallait entretenir des vœux de silence, simplement pour parler comme on était autorisé pour comprendre et réaliser le dialogue intérieur entre 4 et 5 ans. Mais nous avons une nécessité
capacité irrépressible d'un Occident d'obtenir des résultats rapides et conséquents. Et ça nous complique l'existence, parce que c'est pas possible de les obtenir. Donc, d'un coup, on se frustre. Il ne devrait pas être frustré, puisqu'il nous faut le temps nécessaire. Il faut au moins 3 à 5 ans de pratiques quotidiennes pour obtenir un changement de palier. Irréversible. Que ça reste. Donc, mieux vaut se le dire calmement et le faire. Et le faire. Excusez-moi. En fait, les études, juste pour compléter, en fait, pour être expert dans quelque chose, à un bon niveau, il faut 10 000 heures. Pour être maître de Qigong, hein, vous êtes plus ou moins doué, il faut 10 000 heures. Pour être expert en quelque chose, c'est 10 000 heures. Donc si vous calculez, c'est 5 heures par jour pendant tant de jours, ça fait 3-4 ans. Apparemment, tous programmés. Combien d'années tu as besoin? En fait, s'il y avait un Chinois ici, il serait très choqué parce qu'on ne compte pas et on donne. Après, on voit ce qu'on reçoit. Et ça, c'est très important parce que dans la pratique, on ne pratique pas pour obtenir quelque chose. Ça, c'est le secret de la pratique. On pratique. On ne sait pas combien de temps et on ne sait pas ce qu'on cherche exactement. Et c'est ce qu'on va donner dans la pratique qui va entamer et orchestrer ensuite un changement. Je pense que, bon, voilà, après les neurosciences doivent avoir calculé les 10 000 heures. Les Chinois, ils rigolent parce que quand ils disent, en France, quand vous dites à quelqu'un, fait combien de temps que tu pratiques? La personne, elle dit 20 ans. Waouh, 20 ans. Mais 1 heure par semaine. Le maître chinois lui dit, ça fait combien de temps que tu pratiques? 20 ans. 10 heures par jour. Donc, la quantité est très très relative. Ma question, elle découle de ce qui vient d'être dit, qui me tient à cœur, c'est cette notion de temps dont vous parlez, parce que je la comprends absolument intellectuellement, mais si je la compare avec le vécu, je me trouve dans une drôle de situation, encore malheureusement, comme d'impatience. Parce que, sans en faire un étalage, franchement, c'est pas mon style, mais j'ai senti un mal-être déjà à 17 ans, j'en ai 74. J'ai traité ce mal-être, j'ai pensé le traiter en allant sur un bilan de psychanalyse chez un monsieur vraiment professionnel, et j'ai passé un bon papier d'année. Il y avait une souffrance, disons, de mal-être, quoi, qui était peut-être de racines psychiques, traumatisme infantile, etc. Mais en fait, il y avait une autre souffrance, c'était une souffrance plus spirituelle, un manque de dimension. Et donc là, j'ai évidemment suivi mon petit chemin, reniflé à gauche et à droite, et j'ai adhéré à différents courants spirituels. Et quand vous parlez de la pratique, évidemment, c'est un mot tellement fort, mais en même temps, moi, alors j'ai pratiqué quoi? Je ne suis pas un méditant extraordinaire, mais j'ai recours tout de même à cette tentative de recentrage qu'on appelle la méditation. Et j'ai pratiqué le rappel de soi quand j'étais dans des groupes de Jeff. J'ai pratiqué la lutte contre les habitudes, j'ai pratiqué l'observation de soi, et j'ai pratiqué plein de choses avec vous, puisque ça fait 2-3 ans que je travaille avec Dominique, avec Lionel, etc. Je sens bien sûr que je suis plus tout à fait le même homme, heureusement quand même, mais je sens tellement encore la satisfaction étrique, c'est-à-dire, je sens encore. Alors j'ai pratiqué le lâcher-prise, j'ai pratiqué le fait qu'on n'a rien à attendre, dont vous parliez, c'est pas chercher quelque chose. Mais c'est pas moi dans ma tête qui cherche, c'est que je me sens comme un tout petit haricot alors que je suis, admettons, la chaîne. Je me sens que j'ai pas développé plein de trucs, j'ai pas. Et le temps passe comme alors, bon, je sais pas. À la limite, j'ai pas de question, c'est un témoignage. Le temps, d'accord, il faut être patient, merde. Ça
Mais je crois dans cette notion-là, la question aussi que je peux poser, c'est que je ne vois pas quand même assez pratiquer. Aucune pratique avec habilité peut donner des résultats. Aucune pratique avec habilité peut donner des résultats. C'est un peu ce que Cathy nous expliquait. Donc la question, c'est pourquoi on pratique. Et pour donner. Parce qu'on ne peut pas bien être si on ne donne pas. Et donc, le calcul, entre guillemets, s'il y avait calcul, parce que le bon calcul, non, serait au nom de dons. Et bon, chacun a son compte. Hein. Je ne sais pas comment m'expliquer. C'est un peu dur, peut-être, ce que je dis. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de jeu. Petit jeu de questions avant qu'on ait clôture. Dernière question, puisque le repas est à 19h30. Ah, une dernière question. Pardon, je parlerai dans un tout à l'heure, on parlait peut-être de, entre guillemets, de tomber dans le scolo. Et on va faire ça pour, comment dire, sortir de sa zone de confort et aller plus loin et toujours changer. Et ça m'a fait penser, comme je suis animatrice, j'ai reçu quelques cours d'enseignement, mais vraiment théoriques. Hein. Et il était dit qu'on tombait d'une fois à peu près quand on apprenait à marcher, quand on était petit. Et je me suis dit, mais c'est vrai que quand on est petit, on a plus de facilité à échouer et à recommencer pour apprendre à faire, pour évoluer. Et là, en fait, je me demande à quel moment concrètement, en fait, on lâche l'affaire à ce niveau-là. Quelqu'un va répondre? Quand est-ce qu'on lâche l'affaire? Quand vous considérez que ça va bien. Quand vous considérez que c'est fini, que vous n'avez plus besoin d'évoluer. Non, je pense pas. Je pense que, parce qu'effectivement, dans le monde de l'éducation, on voit bien les enfants, à un moment donné, ils sont plus dans ce lien. Un petit enfant, en effet, il apprend à marcher, il va se casser la figure un nombre de fois incalculable, il s'en moque, il va recommencer, pareil pour le vélo, etc. Et à un moment donné, il y a le regard des autres. J'ai l'impression, enfin, je sais pas vers quel âge ça commence à arriver, qu'au niveau de l'école, parce qu'on dit l'école, les profs, machin, etc. Je crois que ça a beaucoup évolué tout de même. Le regard, c'est bienveillance envers les élèves, c'est pédagogie de l'encouragement, ce sont des choses qui sont extrêmement pratiquées, et pourtant, on se retrouve toujours face à des murs vis-à-vis de l'évolution en fait de certains, où en effet, on ne veut même plus essayer. On préfère complètement rester dans sa zone de confort et ne même pas essayer de peur, effectivement, de tomber. Alors, ça passe par des stratégies de contournement qui sont absolument psychologiquement, je pense, fascinantes à explorer et à analyser. Mais il y a un truc à switcher, effectivement. Et moi aussi, je me pose vraiment la question. Je me dis, c'est quand vous avez arrêté d'avoir envie, les gars, quoi. C'est quand ce truc, il est... Pourquoi? Parce que l'énergie que nous, on donne en tant qu'enseignant, elle est juste énorme. Dans l'encouragement, dans l'envie de... ce fonctionnement du cerveau, moi je l'analyse avec mes élèves, je leur montre, je leur parle, les amnésiques, tout ça, les cercles, les trucs, enfin, je leur montre comment ça fonctionne. Et je me dis, mais qu'est-ce qui bloque? Ils sont là, ils disent, ah ouais, ok, c'est comme ça, ok, mais c'est pas sur rien, quoi. C'est pas sur rien. Alors il se passera peut-être pour après, parce qu'on est des jardiniers. On sème des petites graines, à eux de les arroser après, et ça va germer plus tard. Et ça, j'y crois fortement. Parce que si on n'y croit plus, on lâche encore plus l'affaire. Mais sur l'instant, des fois, c'est raide un petit peu mais je comprends parfaitement la question. Parce que je me dis, c'est quand ça lâche? Alors, moi aussi, je me suis intéressée à ça. D'abord parce que j'ai 2 filles et que ma deuxième commence à être grande et être dans cette situation. Et aussi parce que ça m'intéresse l'éducation des enfants. Et il y a il y a des études qui sont réalisées sur les comportements de l'enfant. D'abord, on dit que les enfants ont changé.
Il y a de nombreuses études qui disent ça, alors c'est plus ou moins accepté, il y a des enseignants qui contestent ça. Il y en a d'autres qui sont favorables à ça. L'enfant, quand il est petit, il a envie d'imiter le grand, il a envie de grandir. C'est vraiment sa volonté. Et il va se mettre debout parce que maman ou papa est debout. Il va commencer à cuisiner parce que maman et papa cuisinent. Il va avoir envie de travailler. Il va avoir envie d'avoir un rôle réellement sauvé. Et les petits garçons veulent être vraiment des super héros. Et les petites filles, des princesses. Et des super mamans et des princesses et des reines maintenant. Avec des super pouvoirs. De reines des neiges. Mais à un moment donné, tout ça s'arrête et arrive la problématique de est-ce que j'ai encore envie de grandir? Parce qu'évidemment, ils ont été confrontés à ces échecs. Et dans ces études qui ont été réalisées sur l'enfant Teflon, qui est un enfant qui est en grande résistance devant l'éducation, on a fait beaucoup d'études génétiques parce que l'essor de ces études, c'était au moment où la génétique était très très importante. Et on s'est rendu compte que ces enfants, ils avaient essentiellement besoin d'avoir devant eux des adultes qui étaient des individus constitués avec leurs convictions, qui se pensaient quelqu'un dans la société. Ils avaient besoin de vrais modèles. Et que l'échec de l'enseignement chez ces enfants, c'était essentiellement quand l'enseignant ou l'éducateur n'arrivait pas à endosser ce rôle parce que c'était un rôle difficile. L'école de philosophie Nouvelle Acropole, elle aide chacun, on est grand, on cherche à être vraiment des individus, c'est une quête difficile. Je peux comprendre que certains enseignants et éducateurs n'aient pas les armes pour, et je peux comprendre aussi, parce que quand ils ont fait les études, ils se sont rendus compte que les gènes chez les enfants se modifient. Et ils ont besoin de plus en plus de ce type d'évolution. Et je comprends que il y a des enfants et de plus en plus qui ils doivent tomber parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir avoir quelqu'un qui va les aider à se relever ou avoir un modèle pour grandir. Merci. Puis, il y a l'environnement. On a vu tout à l'heure l'exemple-formation, discussion suite. Combien de temps vous les avez? Combien de temps ensuite ils passent en famille, devant la télé, devant chaque chose? Tout le travail que vous faites à un moment donné, compte tenu que l'environnement ne promet pas pour aller à d'autres niveaux, et bien c'est retour quelque part parce que le désir, le plaisir de la facilité devient plus important que celui de grandir. Léo, comment est-ce qu'on clôture par rapport à ce que vous disiez, je pense que c'est tout le risque aussi que nous demande neurosciences, parce que la science n'est pas anodine et ça influence un peu la manière dont on voit le monde. Et neurosciences, ça montre qu'on peut vraiment calculer et mesurer beaucoup de choses qui nous entourent, et donc il y a beaucoup de choses qui entrent dans cette norme qui a été mesurée. Donc après, tout ce qui dépasse cette norme qui est mesurable, qualifiable, c'est pas normal. Et donc nous vivons dans ce monde matériel calculable, et donc dépasser cette norme, c'est pas bien vu, et ça nous crispe. Et même, je pense que ça influence beaucoup des enfants à l'âge très jeune, même malgré les efforts de ceux qui sont autour, qui veulent se montrer l'exemple et encourager les enfants de s'ouvrir, d'agir. L'influence de ce monde matériel, ça peut déjà se voir très tôt. Eh bien, nous allons, avec cette dernière intervention, clôturer notre colloque. Tout à l'heure. C'est l'heure maintenant de notre buffet. Je pense que nous pouvons remercier tous nos intervenants.